La Terre, la planète bleue, comme elle se fait appeler, est recouverte d'eau à 72%. Depuis la nuit des temps, les hommes vivent en fonction des cours d'eau et se sont même développés à travers elle. Dans le shintoïsme, cet élément représente la purification, la clarté, la profondeur et le symbole de l'unité. Unité qui semble être le maître mot des Japonais face à cette invasion. C'est également cet élément qui clôturera l'invasion de Tsushima par les Mongols. Sun Tzu écrit dans son livre L'art de la guerre « Connais ton adversaire, connais-toi et tu ne mettras pas ta victoire en danger ». Seulement, si les Mongols semblent avoir appliqué cette tactique, ce n'est pas le cas des Japonais qui se sont vite laissés dépasser par la supériorité technologique et numérique des envahisseurs. Pourtant, ils ont tenu bon car derrière cette tentative d'invasion se cache en réalité un destin bien plus sombre, celui de leur anéantissement s'ils échouent. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques historiques. Aujourd'hui est un épisode un peu spécial puisqu'on va parler de Ghost of Tsushima ou plutôt de l'histoire qui se cache derrière ce jeu grandiose. Dans l'histoire, les Mongols ont lancé 2 campagnes militaires pour conquérir l'archipel. La première en 1274 et la seconde en 1281. Nous allons cette fois-ci nous concentrer sur la première car c'est celle-ci qui a inspiré le jeu vidéo, même si nous allons voir que ce dernier a pris pas mal de liberté par rapport aux événements historiques. Allez, c'est parti! Sorti en juillet 2020 sur PlayStation 4, Ghost of Tsushima a été très bien accueilli par la critique et la communauté des joueurs dans le monde entier. Avec son immense monde ouvert, ses paysages sublimes dignes des plus belles cartes postales et son histoire riche aussi bien en action qu'en émotion, le jeu nous fait revivre un Japon féodal très lointain à travers les combats du samouraï Jin Sakai, alors déterminé à protéger son pays natal, quitte à renier son credo. Toutefois, ce jeu qui a ravi tous les fanatiques du Japon présente une particularité temporelle intéressante. Alors que tous les jeux autour de la culture nippone se basent plutôt sur l'époque de Sengoku allant de 1477 à 1573, ou alors à celle qui suivra peu de temps après, c'est-à-dire l'époque d'Edo débutant en 1603 avec le rétablissement du shogunat par Tokugawa Ieyasu et se terminant en 1867 avec l'abdication de Tokugawa Yoshinobu, marquant ainsi la proclamation de la restauration impériale. Sucker Punch prend la décision de s'émanciper de ces époques et base son récit durant l'époque Kamakura, puisque aucun jeu ne l'a encore fait. Le studio, après de nombreuses recherches, a découvert que les Mongols ont envahi le Japon. Et il n'y a pas meilleur antagoniste que des envahisseurs qui cherchent à détruire et à dominer une autre culture. Quand il a découvert l'île de Tsushima et son histoire, il y a vu une base de départ pour la fiction que le studio voulait créer, une sorte de point d'ancrage dans la réalité. Mais alors, c'est quoi l'époque Kamakura ? Le Bakufu, ou shogunat de Kamakura, est le premier gouvernement shogunal de l'histoire du Japon. Organe central du système de domination politique de la classe des guerriers, il a été fondé par Minamoto no Yoritomo dans le Kanto de la bourgade de Kamakura, pendant les guerres qui opposaient le clan des Minamoto à celui des Taira. Le site de Kamakura a été retenu parce qu'il était facile à défendre et que c'est là que se trouvait le sanctuaire dédié à la divinité Hachiman, qui avait été autrefois établi là par l'un des ancêtres de Yoritomo, Minamoto no Yoriyoshi, en 1063. En ce qui concerne la date exacte de la fondation du régime shogunal proprement dit, les historiens émettent plusieurs hypothèses. Le soulèvement militaire de Yoritomo en 1180 dans le Kanto permit au clan Minamoto de prendre le contrôle de la plus grande partie des guerriers établis dans les provinces orientales du pays. Ce n'est qu'en 1183 que l'empereur retiré sanctionna officiellement le pouvoir que Yoritomo détenait dans l'est du pays, en lui confiant le pouvoir administratif et militaire sur les provinces orientales. Selon certains historiens comme Sato Shinhishi, cette date marque donc les débuts du Bakufu, reconnu par la cour de Kyoto comme un nouveau type de pouvoir à part entière. D'autres spécialistes,
Ishii Ryosuke ou encore Nagahara Keiji, estiment que la date de 1185 paraît plus appropriée car elle marque à la fois la défaite définitive du clan Taira, mais aussi l'autorisation donnée par l'empereur à Yoritomo de nommer des Rito, ainsi que des Shugo à la tête de chaque province. Il existait donc parallèlement deux gouvernements. L'un civil, dépendant de Kyoto, l'autre militaire, dépendant de Kamakura, ayant l'un et l'autre leurs compétences en principe bien définies. La cour reconnaît ainsi une compétence du Bakufu à l'échelle du pays entier. Enfin, pour certains, seule la date de 1192 peut être retenue puisque c'est l'année où Yoritomo reçut le titre officiel de Sei Taishogun, ce qui correspond à général, mais devient cette année-là le terme désignant le dirigeant du Japon. Quoi qu'il en soit, il est clair que le régime shogunal et ses institutions politiques ont été mises en place peu à peu durant ces 10 années qui vont de 1183 à 1192, et qui marquent un tournant fondamental dans l'histoire politique du Japon. Alors que le Japon installe peu à peu son régime politique, un peu plus à l'ouest naît un homme qui changera la face du monde à tout jamais, Genghis Khan. Genghis Khan, né entre 1155 et 1162, a œuvré toute sa vie pour établir son empire en soudant entre eux les peuples nomades du plateau mongol. Sa domination s'est étendue jusqu'à l'Asie centrale, soumettant de même Goryeo, l'actuelle Corée, en 1259. Ainsi, à l'époque de l'invasion de Tsushima, l'empire mongol couvrait l'Asie orientale et la Russie jusqu'au nord de la Chine et les péninsules coréennes. Recherchant une base dans le sud, en 1264, Kubilai Khan, 5e empereur mongol et petit-fils de Genghis Khan, a déplacé la capitale de Karakorum à Kambulak, qui fait maintenant partie de la ville de Pékin. Puis il a fondé 7 ans plus tard la dynastie chinoise de Yuan, bien que d'origine mongole. Au moment où son expansion vers l'ouest continue, l'empire de la steppe pose également son regard vers l'est. La majorité de la Chine était à l'époque déjà sous le règne de Kubilai Khan, pour qui Marco Polo a travaillé pendant 17 ans. D'ailleurs, la première mention en Occident de l'invasion de Tsushima est celle rapportée par Marco Polo dans le Dévisement du monde, mais reprenons. À l'époque du régent Tokimune, le dernier des grands régents Hojo, la menace d'une invasion mongole se précise. Toute l'Asie orientale est touchée par les invasions mongoles depuis Sakhalin jusqu'à Java. Après la Chine du Nord, c'est la Corée qui connaîtra le joug de l'envahisseur à partir de 1231. À partir de 1266, Kubilai Khan s'intéresse au Japon et envoie par l'intermédiaire des Coréens des lettres officielles demandant l'ouverture des relations amicales. Ces missives sont accompagnées d'une formule menaçante, il nous déplairait d'avoir à user de la force. Jugeant le message méprisant et menaçant, et on peut comprendre pourquoi, le gouvernement japonais n'a pas voulu donner suite à cette provocation. D'autres émissaires mongols ont été envoyés au Japon dans les années suivantes, mais tous sont revenus les mains vides. Un de ces émissaires, alors resté 1 an en compagnie des Japonais, décrit dans ses rapports le Japon comme un pays à la fois sauvage et pauvre. Selon lui, il ne valait pas la peine d'être conquis. En 1271, Kubilai Khan est déclaré officiellement empereur de Chine. En 1273, après 40 ans de guerre, les dernières révoltes de la péninsule de Corée sont finalement réprimées. Toutes les conditions semblent enfin réunies pour aller encore plus loin. Kubilai Khan n'a désormais plus besoin de cacher son ambition d'annexer son voisin désobéissant. Les Mongols ne disposaient pas de forces navales au départ. Après que le royaume de Corée soit devenu un vassal, Kubilai Khan leur a ordonné de construire de nouveaux navires et la constitution d'une grande flotte, en préparation évidemment à l'invasion du Japon. Le 3 octobre 1274, l'armée mongole prend la mer au sud de la Corée. C'était la plus grande flotte du monde à l'époque, avec plus de 900 vaisseaux et 20 000 soldats mongols, chinois et coréens à bord. Sa direction, les îles de Tsushima et d'Iki, situées à mi-chemin entre la péninsule coréenne et l'île de Kyushu du Japon. Tsushima a toujours été un trait d'union entre l'archipel japonais et le continent. Jusqu'à la fin de l'époque des samouraïs au XIXe siècle, c'est grâce à cette entremise que le commerce entre la Corée et le Japon va prospérer. Mais c'est aussi cette position géographique qui va pousser les Mongols à attaquer l'île. Selon le professeur Kazuto Hongo, professeur à l'université de Tokyo et spécialiste de l'époque de Kamakura, il y a 2 théories qui auraient pu pousser les Mongols à envahir le Japon. La première se base sur la poudre à canon. Or, pour fabriquer de la poudre à canon, il faut du soufre, et le Japon extrayait de grandes quantités de soufre. Les Mongols ont donc peut-être envahi le Japon pour obtenir du soufre. La deuxième explique qu'à l'époque, en Chine, les Mongols avaient fondé la dynastie Yuan. Les dynasties chinoises étaient alors un modèle en Asie de l'Est. Plusieurs pays reconnaissaient la domination de ces dynasties et, en reproduisant ces modèles, le Khan s'est imposé. Tous étaient censés se soumettre et accepter le Khan. C'était la condition du maintien de la paix entre les pays de la région. Mais le Japon refusait de rentrer dans le rang. Les Mongols devaient donc forcer le pays à accepter la dynastie. Le 2 novembre 1274, les premiers vaisseaux arrivent à Tsushima. Dépourvue de tout système de défense maritime, l'île constitue une cible facile.
La seule force armée présente sur place est une troupe de 80 samouraïs, un détail qui d'ailleurs est retranscrit avec beaucoup de fidélité dans la scène d'ouverture du jeu. Mais à la place du seigneur fictif, Shimura, cette petite équipe est dirigée par So Sukekoni, un vieux guerrier expérimenté de 67 ans. Le fait de disposer d'une petite centaine de guerriers pour ce territoire, c'est assez logique. C'est une époque où l'on voit l'avènement des samouraïs et globalement, il s'agit d'une petite élite de combattants professionnels qui est numériquement très faible. De plus, l'île au relief très accidenté est très peu propice à l'agriculture et ne sera jamais très peuplée. C'est encore le cas maintenant, comparé aux foyers de peuplement d'habitants que l'on peut trouver ailleurs au Japon. L'endroit demeure sauvage et reculé. À 2 h du matin, le 5 novembre, les Mongols commencent leur débarquement. Ayant repéré les ennemis au large, les samouraïs se sont précipités vers la plage pour tenter de négocier. Mais à peine ont-ils eu le temps de prononcer un mot qu'une nuée de flèches leur est tombée dessus. Le message est clair, aucune discussion n'est possible. Aujourd'hui, ils vont devoir défendre leur terre jusqu'au dernier souffle. Alors que Sukekoni et ses hommes organisent tant bien que mal une défense hâtive, un petit bateau japonais sort du port en toute discrétion et fonce vers l'île de Kyushu pour annoncer la guerre à Dazaifu, le centre administratif de la région. Malgré leur volonté d'acier, les samouraïs n'ont pas pu faire de miracle face à une armée qui les dépasse largement en nombre. Aucun d'entre eux n'a survécu. Au bout de quelques heures, la bataille est terminée. L'île entière est maintenant tombée entre les mains des Mongols. Au fil de leur conquête, les Mongols se sont bâtis une réputation de grande cruauté. Malheureusement, l'île de Tsushima n'y échappera pas. Les envahisseurs se mettent à piller, brûler, violer et massacrer, transformant ainsi l'île en un véritable enfer. Les samouraïs sont assez désemparés face aux Mongols qu'ils n'ont jamais combattus, qui utilisent d'autres méthodes de combat, emploient des tactiques beaucoup plus élaborées, des armes plus variées et sont beaucoup plus aguerris qu'eux qui n'ont aucune expérience en dehors de l'archipel alors que les Mongols ont déjà un demi-siècle de guerre contre pratiquement le monde entier. Au Japon, les combats de masse sont totalement inconnus à l'époque. Les samouraïs ont l'habitude de se battre en petits groupes et le combat en formation des Mongols qui sont capables de manœuvrer de 100 000 voire 10 000 hommes est très sophistiqué pour l'époque. Face aux Mongols, les samouraïs sont clairement à la ramasse. Faut pas oublier que le samouraï du XIIIe siècle est avant tout un cavalier archer, et non le sabreur qu'il deviendra plus tard. C'est un guerrier qui combat en armure, à cheval, et dont l'arme première est l'arc, même s'il dispose quand même du tachi, l'ancêtre du katana. Il y a déjà des considérations très importantes sur l'honneur, à nuancer toutefois parce que c'est un honneur qui suppose d'être vu, d'être manifesté, et dont on peut faire le témoignage. Le rouleau des invasions mongoles relate par exemple la vie d'un guerrier de rang moyen qui passe son temps à dire « il faut que je me dépêche, si je ne suis pas le premier à charger, c'est la honte, si je ne suis pas le premier à prendre une tête ennemie, je suis déshonoré ». Il y a toujours cette espèce d'obsession corrélée au fait de demander à un témoin de l'assister, car si le fait d'armes n'est pas enregistré, c'est comme s'il n'y avait pas eu lieu. Et donc, il n'y aura pas de récompense ou de promotion. Ce n'est pas l'honneur pour la beauté de l'honneur, mais c'est obtenir de l'honneur pour se distinguer auprès de son seigneur et obtenir une rétribution. Le samouraï doit une loyauté sans faille à son maître. Le principe fondateur, c'est la loyauté. On se bat et on meurt pour son seigneur. L'enjeu n'est pas de vaincre l'ennemi, ce qui compte vraiment, c'est le sacrifice de soi. C'est là l'honneur suprême pour un samouraï. Le seigneur récompensait alors le sacrifice par l'octroi de terres, il offrait des terres aux samouraïs défunts, ainsi sa famille en héritait directement et pouvait ainsi prospérer. Comme ça, même s'il sacrifiait sa propre vie, il savait que sa famille serait récompensée. Au début de l'époque de Kamakura, les samouraïs étaient des guerriers, leur rôle était de combattre. Mais en étudiant, ils ont compris leur devoir envers le peuple. Ils ont commencé à comprendre qu'ils devaient le protéger. Ce sursaut est intervenu autour de l'an 1250, c'est en cela que Jin incarne le samouraï de l'époque de Kamakura. Le 14 novembre, soit une semaine après la prise de Tsushima, les Mongols reprennent la route. Séparant en deux, l'armée mongole débarque en même temps au nord-ouest et sud-ouest de l'île d'Iki. Elle est beaucoup plus petite que l'île de Tsushima et un petit peu mieux gardée. Mais pas trop non plus cette fois-ci, on parle quand même que de 100 hommes. Taira no Kagetaka, à la tête de cette petite force de défense, attend l'arrivée des Mongols. Malgré les demandes répétées de renforts auprès de Kyushu depuis les événements effroyables sur Tsushima, les samouraïs sont livrés à eux-mêmes. À la nuit tombante, le combat éclate sur la plage. Il est à noter que les samouraïs de l'époque ne connaissaient que très peu les tactiques de guerre de leurs ennemis mongols. Les guerres traditionnelles ressemblent plus à un duel entre les chefs d'armée qu'autre chose. Les soldats sont donc là principalement pour les escorter. Il en va donc de soi que, face aux troupes massives des Mongols, ces guerriers japonais ont probablement été pris au dépourvu. Chassés par les vagues incessantes de flèches, ils sont contraints de se réfugier dans le château de Inotsume, lui-même immédiatement assiégé par les envahisseurs. L'établissement en bois n'a pas tenu longtemps. Quand l'une des portes du château a été détruite, les Japonais ont lancé une charge finale. À leur grand désespoir, ils se retrouvent devant un bouclier humain composé de dizaines de leurs compatriotes.
tous attachés avec des cordes. Une technique cruelle à laquelle les Mongols ont souvent recours. Par conséquent, les samouraïs sont obligés d'abandonner leurs arcs et de dégainer leurs katanas. Mais très vite, ils ont été submergés. Le dernier espoir est perdu pour Kagetaka, qui a décidé de se retirer dans le château afin de mettre fin à sa vie et à celle de sa famille. Aïe aïe aïe. Le bilan s'avère très lourd. Suite à la défaite du gouverneur, la population locale s'est vue décimée de manière terrifiante, passée de 3000 à seulement 65 habitants. La chute fulgurante des deux îles ont stupéfié le commandement de Dazaifu. Une fois l'information de la guerre remontée à la cour impériale de Kyoto, il a demandé à tous les samouraïs de Kyushu de se rassembler vers la baie de Hakata. Selon eux, c'était le point de débarquement le plus probable des Mongols en raison de son grand espace capable de contenir une telle flotte. Le 18 novembre, après une petite pause, l'armada mongole rehisse le voile. Cette fois-ci, elle ira droit au but. Dazaifu, le centre économique et politique de la région. À la différence de Tsushima et d'Iki, il y a déjà une grande garnison présente sur l'île de Kyushu. En effet, 3 ans avant que la guerre n'éclate, le gouvernement de l'archipel avait pressenti le danger imminent. Les lieux à risque ont été fortifiés et de nombreux soldats ont pu être recrutés depuis. Ainsi, une troupe forte de 10 000 hommes est en position sur place, à l'affût des moindres mouvements dans la baie. Le lendemain, le débarquement commence sur la plage de Hakata, exactement comme prévu. Confiants dans leur victoire, les généraux japonais pensent avoir déjà eu suffisamment de temps pour se préparer. Cependant, tout comme leurs collègues sur les deux îles, ils ont été surpris par les tactiques des Mongols. À l'aide des pluies de flèches et de boulets venant des navires, ces derniers n'ont pas eu de mal à débarquer sur la plage. Une fois arrivés sur la terre ferme, ils se rassemblent derrière un mur de boucliers. En plus du nombre des adversaires qui augmente sans cesse, les samouraïs doivent faire face à une nouvelle technologie de guerre, la bombe. Faite d'une coque en métal et remplie de poudre à canon, elle est capable de créer beaucoup de bruit et de fumée, effrayant ainsi les chevaux japonais. En contraste total avec l'efficacité de l'organisation parmi les rangs mongols, le chaos régnait chez les Japonais. Très vite, les forces de défense ont été mises en déroute. En raison de la retraite des Japonais, la tragédie de Tsushima et d'Iki se reproduit encore une fois. Occupés par le pillage, les Mongols n'ont pas surfé sur la vague de victoire. Seule une troupe de taille moyenne a été envoyée à la poursuite des vaincus. À ce moment critique, Shoni Kagesuke, l'un des commandants japonais, s'aperçoit qu'un homme géant à l'armure imposante se trouve derrière lui. Kagesuke bande alors son arc de toutes ses forces et effectue un tir puissant vers le visage de la cible. L'homme pousse alors un cri de douleur et tombe de son cheval. Après cet incident, la poursuite s'est arrêtée brusquement et les Japonais ont pu partir sans subir plus de pertes. En réalité, la personne touchée n'était autre que Liu Fuxiang, l'un des chefs militaires principaux des Mongols. Aïe, coup dur pour les Mongols. Le soir même, tous les Mongols sont retournés sur les bateaux pour se reposer et soigner les blessés après une journée de combat. Mais c'était le dernier moment de paix pour eux. Dans la nuit, le vent s'est soudainement levé. Quand ils se sont rendus compte de l'arrivée du typhon, c'était déjà trop tard. Dans ce désastre, de nombreux vaisseaux ont coulé ou se sont heurtés contre les rochers, emportant avec eux plus de la moitié des soldats. Physiquement épuisés et moralement fragilisés, les survivants ont quitté le pays le lendemain matin, mais la tempête ne cessa pas pour autant, car il fallut presque un mois pour atteindre le continent. Au total, presque 13 500 envahisseurs ont péri par les armes ou se sont noyés. Aujourd'hui encore, on retrouve des traces et des armes dans les fouilles archéologiques sous-marines de la baie de Hataka. Il faut dire que seuls 300 navires étaient réellement taillés pour la mer. Les 600 autres étaient de petits esquifs qui ne pouvaient rivaliser avec de grosses vagues. C'est ainsi que se termine cette première invasion mongole du Japon. Malgré l'échec de cette campagne, Kubilai Khan a continué de faire pression au Japon et 2 autres délégations ont été envoyées. Galvanisé par sa victoire, le Japon s'est aussi montré intransigeant et tous les émissaires mongols ont été exécutés. Furieux et humilié, l'empereur a déclenché une deuxième invasion en 1281 qui commence encore une fois par les îles de Tsushima et d'Iki. Mais tout comme la première fois, le passage d'un typhon a ravagé la force maritime mongole. Cette deuxième défaite annonce la fin définitive des aventures mongoles vers l'est. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ghost of Tsushima est un de mes jeux préférés sur PlayStation 4, et même s'il n'est pas toujours fidèle à l'histoire, c'est un réel plaisir de se balader sur cette île magnifique. D'ailleurs, quel est votre plus beau souvenir sur ce jeu ? J'en profite pour vous dire d'aller dans l'onglet communauté de la chaîne, un petit sondage vous attend pour choisir la prochaine vidéo. Vous pouvez évidemment me retrouver sur mes autres réseaux en description. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, allez, ciao les petits loups!